Bonsoir à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Moi, c'est Monsieur Adjumani Kofi Wilfried, étudiant en Master 1 Big Data de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Alors, ce tutoriel a pour objectif d'implémenter le projet que nous avons eu à la fin du module de algorithme et complexité avec le docteur Atta Amavo. Alors, dans les réseaux informatiques modernes, optimiser les flux et détecter les anomalies de sécurité en temps réel est un défi critique. Et c'est à cela que répond exactement notre projet NetFlow Optimizer développé en C, comportant deux interfaces, une en web et une en console, combinant ainsi les algorithmes des graphes standards et l'analyse de sécurité réseau. Alors, sans plus tarder, on se retrouve dans mon IDE VS Code pour voir de quoi il s'agit réellement. Alors, nous voici dans mon IDE. Le projet se nomme NetFlow Optimizer, dans lequel se trouvent des sous-dossiers. Dans le sous-dossier source, on retrouve tous les fichiers qui implémentent les différents algorithmes en langage C. Et nous avons le sous-dossier UI qui contient l'interface web développée essentiellement avec JavaScript et HTML. Nous avons aussi le fichier Makefile qui contient toutes les commandes nécessaires afin de pouvoir tester notre logiciel. Et nous avons également le fichier serveur.py qui est développé en Python. Ici, il constitue notre serveur et il sera l'intermédiaire entre notre interface web et nos fichiers développés en C. Et ces fichiers développés en C vont constituer notre moteur de calcul. Et pour enchérir les choses, nous avons décidé d'implémenter le fichier star.bat qui est un fichier exécutable par Windows. Et ce fichier a pour rôle dans un premier temps de compiler notre projet. Par la suite, on va lancer le serveur et ouvrir automatiquement le projet sur le web à travers notre navigateur. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer aux différents tests. Donc, nous allons exécuter la commande make clean. Par la suite, nous allons compiler notre projet. Donc, on va saisir la commande make. Donc, automatiquement, il nous crée le fichier exécutable nommé ici NetFlow, d'accord, qu'on aperçoit ici. Et il contient du binaire. On va poursuivre. Nous allons saisir make test. Je vais agrandir le terminal. Donc, comme on peut le voir, nous avons 29 algorithmes au total qui ont été testés. Et tous ces tests, le test de ces 29 algorithmes ont tous réussi. Alors, comme je le disais, notre application a deux interfaces. Une interface console et une interface web. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à tester l'interface console. Donc, de ce fait, je vais taper la commande /netflow.exe. Le temps que ça charge. OK. Donc, c'est chargé. Donc, comme le cahier de charge le dit, nous avons les 5 modules. Le module 1 qui va nous permettre d'implémenter la gestion des réseaux. Le module 2 qui va nous permettre d'implémenter les algorithmes de routage. Le module 3 qui va nous permettre de détecter les anomalies et de sécurité. Le module 5 qui va nous permettre d'enfiler les paquets. Et le module 5 qui va nous permettre d'analyser les performances de notre réseau. Donc, sans plus tarder, on commence par le module 1. Donc, le module 1, nous voyons toutes les possibilités que nous pouvons faire avec ce module. Nous allons tester ici. Nous allons tester la commande set qui nous permet d'afficher le graphe. Sachez que lorsque nous lançons notre application, automatiquement, un graphe composé de 8 nœuds est chargé automatiquement et c'est un graphe orienté. Donc, nous allons l'afficher. Donc, c'est la commande set. Alors, donc, comme on peut le voir ici, nous avons une matrice, pour ne pas dire un tableau.
dont la première colonne est composée des ID. Il y a aussi les arrêts qui sont affectés du poids et ces poids sont que nous allons appeler des métriques qui sont la latence, la bande passante, le coût en euros et l'indice de sécurité. La commande 8 nous permet d'afficher la matrice d'adjacence de notre graphe composé de 8 nœuds avec l'algorithme de Dijkstra. Le plus court chemin trouvé ici entre le nœud N0 et le nœud N7 donne pour métrique dont le coût total vaut 45 euros. La latence qui fait 45 millisecondes. La bande passante qui fait quant à elle 450 mégabits par seconde. Et la sécurité est évaluée à 8 sur 10 et avec un temps d'exécution de 0,0087 millisecondes. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au module suivant, qui est le module 3. Le module 3, vous voyez, pour le module 3, voici les commandes que nous pouvons exécuter. Et sans plus tarder, nous allons exécuter la commande 1 pour voir le rapport. Donc, pour un graphe, avec le graphe que nous utilisons ici, qui est composé de 8 nœuds et 14 arrêts, dans ce graphe, nous n'avons pas de cycle. Donc, pour notre graphe composé de 8 nœuds et 14 arêtes, nous n'avons pas de cycle. Et comme point d'articulation, le seul point d'articulation trouvé ici, prioritaire, est N0, dont sa suppression bloquerait, paralyserait notre réseau. Et s'ensuit les autres arrêts qui peuvent également. Et juste en dessous, nous avons également les composantes fortement convexes avec l'algorithme de Tarzan que vous voyez à ce niveau. Donc, on va tester le module 4. Au niveau du module 4, nous allons pouvoir exécuter toutes ces commandes, dont la commande que nous allons exécuter ici, c'est la simulation du flux de n paquets aléatoires. Donc, on va taper la commande 6 et nous allons choisir comme nombre de paquets ici, nous allons choisir 8. Donc, au niveau des traitements, nous voyons clairement ici que le paquet 7 a été traité en premier par rapport au paquet 1 et au paquet 2. Pourquoi? Parce que le paquet 7 a la plus grande priorité, contrairement à l'algorithme de tri concernant les piles où le premier arrivé est le premier à sortir. Et le module 5, son implémentation nous permet de faire une comparaison entre l'algorithme de Dijkstra et l'algorithme de Bellman. À ce niveau, lorsque nous utilisons un graphe composé de 20 nœuds, nous avons un temps d'exécution avec l'algorithme de Dijkstra de 0,0010 et de 0,0017 pour l'algorithme de Bellman avec un ratio de 1,115. Par contre, avec un graphe de 500 nœuds, nous avons un temps d'exécution avec l'algorithme de Dijkstra de 0,0723. Par contre, avec celui de Bellman est de 0,7712 avec un ratio de 10,66. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'interface web. Nous avons fini avec l'implémentation de notre projet en interface console. Nous allons passer à l'interface web. Donc, de ce fait, je vais sortir de l'interface console. Donc, nous allons exécuter la commande make web. Et voici l'URL que nous devons ouvrir dans notre navigateur. Et bam, voici, j'atterris sur l'interface web très intuitive. J'atterris sur l'interface web très intuitive que nous voyons ici. D'accord. Et à ce niveau, je peux déplacer comme je veux les différents nœuds que vous voyez ici. Au niveau du panneau droit, nous avons la représentation de la matrice. Alors, sachez que lorsque on lance l'interface web, il est chargé automatiquement un graphe
composé de 8 nœuds et de 14 arrêts, dont les statistiques se trouvent dans le panneau de droite ici. Et sa représentation matricielle avec une matrice d'adjacence se trouve juste en dessous ici. Et nous sommes en présence d'un graphe dense. Donc, la représentation adéquate est une matrice d'adjacence. Lorsque nous allons passer avec un graphe creux, vous verrez que nous aurons une matrice, une représentation avec une matrice. Nous aurons une représentation avec les listes adjacentes. Et on peut le voir clairement ici. Si j'utilise, donc vous voyez, il change automatiquement. Donc, sans plus tarder, nous allons au niveau du panneau de gauche, le panneau latéral de gauche, nous avons les différents modules tout juste en haut ici. Et nous pouvons charger un graphe depuis le local. Alors, ce graphe est composé de 30 nœuds et de 870 arêtes. D'accord? Donc, nous pouvons créer un graphe vide, tout comme nous pouvons créer un graphe aléatoire de 13 nœuds. Nous pouvons recharger notre nœud de... Nous pouvons recharger notre graphe de 8 nœuds. Nous pouvons le transformer en nœud. Nous pouvons le transformer en graphe non orienté. Nous pouvons le sauvegarder. Et qu'est-ce qu'on peut faire de suite? Nous pouvons également ajouter un nœud. Donc, je vais ajouter le nœud 9 d'indice 9, appelé ici N9. Donc, vous voyez clairement le nœud qui vient de s'ajouter. Donc, je le déplace. Alors, je peux le supprimer également en faisant quoi? En saisissant le nœud 9. D'accord? Il est parti. Donc, je le ramène. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On a la possibilité de pouvoir ajouter une arête. Donc, j'ai choisi ici le nœud source. Donc, je vais laisser le nœud 1 et le nœud 0. Et le nœud de destination, c'est le nœud 9 qu'on vient d'ajouter. Concernant les métriques, concernant les métriques de cet arrêt qu'on va ajouter, je laisse les valeurs par défaut. Et bam, nous avons. Alors, nous avons la possibilité aussi de la supprimer. Donc, je choisis le nœud source 0. Destination, c'est 9. Et j'exécute. Également, nous venons de voir que c'est fait. Alors, on va tester le module. Le module de routage. De ce fait, nous allons choisir, par exemple, je vais recharger le nœud complexe. De ce fait, je vais charger le graphe complexe de 30 nœuds. Alors, ici, les nœuds à parcourir ici sont le nœud 0 et le nœud 7. Donc, je vais utiliser premièrement l'algorithme de Dijkstra. D'accord?
Alors, donc, en dessous ici, nous avons les statistiques de cet algorithme. D'accord. Et le temps d'exécution ici est de 0,600 millisecondes. D'accord. Pour trouver le chemin le plus court entre N0 et N7. Je change de graphe. Donc, backtracking, nœud source. Je choisis ici 1 et destination 7. Et j'exécute. Donc, aucun chemin n'a été trouvé. Pourquoi? Parce que avec l'algorithme backtracking, il y a des contraintes et ces contraintes sont ici au niveau du poids et au niveau de la bande passante 200 et le coût qui est 20 euros. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va et donc, qu'est-ce qu'il fait? Avec ces contraintes, il va essayer de voir quel est le chemin qui permet d'arriver du nœud 0 au nœud, qui permet d'arriver du nœud 7, qui permet d'arriver du nœud 1 au nœud 7, tout en respectant ces contraintes. Donc, il n'y en a pas. Donc, voilà pourquoi il ramène ici aucun. Aussi, nous pouvons tester, nous pouvons parcourir notre graphe avec l'algorithme DFS. Donc, en allant de 0, donc, nous avons les différents chemins qui sont là. Et si je prends pour nœud 5, par exemple, si j'utilise l'autre algorithme, nous avons les différentes statistiques qui y sont. Alors, pour détecter s'il y a un cycle ou pas, aucun cycle, le point critique. Donc, il nous signale ici le nœud 5 et le nœud 10. Ce qui sous-entend que si nous supprimons le nœud 5 ou le nœud 10, nous paralysons notre réseau. Alors, sans plus tarder, on passe au nœud. Sans plus tarder, on passe au module 4. Au niveau du module 4, nous pouvons simuler 15 paquets pour voir comment ils se comportent. Alors, si nous simulons 15 paquets, nous avons l'ordre de traitement. Le nœud 7 a été traité en premier. Ensuite, s'ensuit le nœud 5 et le nœud 2 et ainsi de suite. Donc, nous voyons que l'ordre d'arrivée n'a pas été respecté. Ici, l'ordre qui est respecté ici, c'est l'ordre de priorité. Plus le paquet a une priorité, plus le paquet qui a une plus grande priorité, le paquet prioritaire est le premier à être traité. Donc, raison pour laquelle vous voyez que l'ordre d'arrivée n'a pas été respecté ici. Sinon, si nous en tenons à l'ordre d'arrivée, on allait traiter d'abord le P1. Et comme ici, la contrainte ici est que nous traitons les paquets par priorité, raison pour laquelle nous avons traité ici, l'algorithme traite ici, pardon, raison pour laquelle l'algorithme traite ici en priorité le P1 et ensuite le P5 et ainsi de suite. Au niveau des performances, nous voyons clairement que l'algorithme de Dijkstra l'emporte sur l'algorithme de Bellman lorsque nous sommes en présence d'un graphe composé de 10 nœuds avec 26 arrêts. Lorsque nous avons... Donc, on voit clairement ici que lorsque nous sommes en présence de 10 nœuds et 26 arrêts, aucun algorithme n'emporte sur l'autre.
puisque nous avons, des- puisque nous avons des temps des- puisque nous avons des temps d'exécution, puisque nous avons des temps d'exécution égaux. Et lorsque nous sommes en présence de- et lorsque nous sommes en présence de 50 nœuds et de 143 arrêts, nous voyons clairement que l'algorithme de Dijkstra l'emporte sur l'algorithme de Bellman, ce qui, co- ce qui corrobore avec la théorie. Et aussi, lorsque nous sommes en présence de 100 et lorsque nous sommes en présence de 100 nœuds et de 290 arrêts, c'est-à-dire un graphe qui est très dense, l'algorithme de Dijkstra l'emporte sur l'algorithme de Bellman. Donc, les différences statistiques sont énumérées ici. Et sur quoi nous avons fini de tester notre interface web.